Quel plaisir, mais alors quel plaisir, quel plaisir, quel plaisir de vous voir ce soir. Né à Alger en 1943, docteur d'État en sciences économiques, major de l'IX, diplômé des mines de Sciences Po de l'ENA, vous avez été conseiller spécial de François Mitterrand dès 1981 et pendant 10 ans, allant jusqu'à le représenter personnellement au G7. Vous avez fondé la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, dont l'objet était de faciliter le passage à une économie de marché dans les pays de l'Europe de l'Est notamment. Vous publiez un livre par an, vous avez l'oreille des présidents, vous avez présenté l'actuel au précédent, vous avez donc valu son élection. Quel rôle pour Jacques Attali dans une mutation positive, ça aurait pu être la question. Vous enjoignez la jeunesse à innover, à fonder des entreprises, des ONG. Pour vous, les enjeux doivent être vus mondialement. La pauvreté, l'environnement et le nomadisme qui y sont liés sont les grands enjeux pour lesquels la microfinance est pour vous, selon vous, le meilleur outil, Jacques Attali. Vous êtes le président donc de Positive Planète, que vous avez fondé pour lutter contre la pauvreté. Vous dirigez Positive Planète parallèlement à vos activités de conseil chez Attali Associés. Vous avez fondé Action contre la faim. Vous appelez de vos voeux une mutation positive, un mouvement humaniste et planétaire. La révolution positive doit prendre en compte l'intérêt des générations futures dans toutes les décisions collectives. Il s'agit d'une nouvelle conception du développement humain, durable et altruiste. Définissons plus avant, Jacques Attali, les termes de notre sujet de ce soir. Mutation, quel mot choisir? Mutation, renaissance, modernité au sens de rupture avec la tradition, progrès, de pro, devant, gressus, pas, donc pas en avant, marche, en marche. Révolution, révolution c'est bien mais inquiétant tout de même si la Terre sur elle-même et autour du Soleil renvoie à une cyclicité rassurante. Non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution, expliquait-on à Louis XVI, étonné de la prise de la Bastille. Le roi aurait dû savoir que les institutions allaient changer. Notre intelligentsia le sait, vous le savez, nous le savons ici, Auguste Assemblée, nos rois le savent-ils, c'est la question. Positive maintenant, face au climato-scepticisme de Donald Trump. Vous restez positif dans les colonnes de l'Express encore tout récemment. Pour vous, le gouvernement chinois qui met en œuvre, avec des moyens politiques puissants, une stratégie pour lutter contre le réchauffement climatique, est une très très bonne nouvelle. Il faut voir le verre à moitié plein, le canapé à moitié bleu, à moitié confortable. Positiver. Numérique maintenant, le numérique, le data, le cognitif, lui-même fait l'objet d'une 4e révolution industrielle. Révolution. Comment le numérique peut-il être un outil au service de la mutation positive? Comment le numérique peut-il apporter du positif dans la révolution qui est en marche, fût-elle 4e ou 1001e? Grâce à la science, pense Auguste Comte, une société unique pour avoir le jour, une république dont la devise sera l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Dirait-on la même chose du numérique? Nous allons demander ce qu'il en pense à l'humaniste, à l'observateur que vous êtes et fondateur de l'European Programme Eureka dédié aux nouvelles techno. Ce qui est formidable, c'est que The SETI, c'est le lieu que vous avez choisi pour répondre à cette question, celle de notre responsabilité d'aujourd'hui dans l'appréhension du numérique en tant que vecteur de mutation positive, que The SETI, qui a été créé par une vraie bande de jeunes IBMers, soit ce soir la preuve qu'il n'y a pas d'un côté la sphère des affaires et de l'autre l'économie sociale et solidaire, que culture du résultat et recherche de sens soient compatibles, surtout conjuguées avec la jeunesse, celle qui ose tout, et c'est d'ailleurs à ça qu'on la reconnaît. Ce canapé, Jacques Attali, se veut chaleureux, convivial. C'est une clé d'ouverture pour la co-création de valeurs. Co-création, nous avons construit ensemble ce sujet, Jacques Attali, vous et nous. Co-création, le public a pu poser les questions qui ont été distillées dans la trame que nous allons aujourd'hui suivre. Co-création, un jury de jeunes start-upers travaille actuellement, vous en avez ici les images, depuis un studio, à un compte-rendu objectif dont la synthèse nous sera restituée à l'issue de ce SETI. Montesquieu nous disait, nous approchons de l'état de crise et des révolutions. Qui peut vous répondre sur ce que vous deviendrez alors? Est-ce que c'est Jacques Attali? Je vous laisse le découvrir et je remercie infiniment notre président pour la confiance qu'il a placée en la jeunesse et toute l'équipe du SETI pour l'extraordinaire travail qu'elle a mis en œuvre pour nous permettre d'organiser ce premier entretien de SETI. Je vous souhaite une très belle soirée. Monsieur Attali, bonsoir. Bonsoir. Tristan l'a dit, notre sujet ce soir sera le numérique au service d'une mutation positive, personnelle et collective. Alors, contrairement à ce qu'il a dit, même si tout ce qu'il a dit était très aimable, nous n'avons pas co-construit l'interview, je n'ai aucune idée des questions que vous allez me poser. Effectivement, les questions non, mais le sujet, normalement, ne devrait pas vous surprendre. En effet. Et justement, ça me fait une transition toute trouvée pour annoncer notre plan et la façon dont nous allons aborder ce sujet.
qui finalement sera fait en 2 parties. Dans une première partie qui durera une vingtaine de minutes, nous tâcherons d'effectuer un bilan d'une société en profonde transformation. Et dans une seconde partie, elle aussi d'une vingtaine de minutes, nous tâcherons de nous tourner vers l'avenir et cette fois-ci de voir finalement comment être efficient face à cette 4e révolution technologique que nous traversons actuellement. Monsieur Attali, nous sommes en 2017, soit 10 ans après la crise, et malgré de lourdes conséquences telles que la diminution du niveau de vie de beaucoup de Français, on assiste aujourd'hui à une reprise de l'économie. En revanche, pour aller vers une mutation pleinement positive, de nombreuses recherches ont montré qu'il était nécessaire, d'une part, d'être disruptif, d'être en rupture, mais d'autre part, d'investir massivement dans les secteurs du numérique innovants, tels que les nanotechnologies et l'énergie durable. À ce propos, récemment, les Échos ont publié un article en 2016 nous apprenant que l'économie numérique de la France représente 26% du PIB, soit près de 567 milliards d'euros, ce qui positionne la France en 4e position des économies les plus digitalisées au monde, après les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Et à ce propos, nous avons reçu une question en amont de cette conférence pour finalement savoir où en est la France dans cette transition numérique, quel est le bilan et peut-on aller plus loin que ce qui a déjà été fait? Bon, d'abord, je vous remercie de m'accueillir. Je suis ravi d'être là. Avant de répondre à votre question, je vais juste reprendre un mot qui a été dit tout à l'heure et que vous avez repris tout à l'heure dans la suite, sur la définition de ce que c'est qu'être positif. Ce qui est être positif, ce n'est pas être optimiste. Ce n'est pas penser qu'il faut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est regarder les choses avec lucidité et se dire que la bataille n'est pas perdue. Ce n'est pas être résigné à la défaite, ce n'est pas être béatement certain qu'on va gagner la guerre, c'est penser qu'on sait se donner les moyens de la gagner. Et c'est ça l'attitude positive. Et l'attitude positive est d'autant plus importante à avoir lorsqu'on s'intéresse à ce qui pour moi est le plus important, c'est-à-dire ce que sera le monde dans 30 ou 40 ans, l'avenir pour les prochaines générations. Une économie positive, c'est une économie qui se prépare à ce que le monde de demain ou d'après-demain soit tout simplement en meilleure situation que le monde d'aujourd'hui. Alors ça dépend comment on zoome. Est-ce qu'on zoome à l'échelle de la planète? Est-ce qu'on zoome à l'échelle du village? Est-ce qu'on zoome à l'échelle de chacun d'entre nous? La plupart d'entre vous approcheront de mon âge vers 2060 ou quelque chose comme ça. Et donc c'est demain matin pour beaucoup d'entre vous. Et ça veut dire que vous avez posé une question qui est spécialement liée à un contexte particulier qui est la France et le numérique sur la France. D'abord, le numérique, c'est ringard. Je fais choc. Pourquoi donc? Je fais choc. Pourquoi c'est ringard? Parce que le numérique, ça commence dans les années 70. J'ai eu le privilège de visiter le laboratoire d'IBM à White Plains dans les années 70. J'étais plus jeune que la plupart d'entre vous, ou presque, et j'ai vu pratiquement tout. L'ordinateur individuel qui allait commencer, qui n'existait pas encore, tout était là. Donc, ce n'est pas les technologies d'avant-garde. On peut difficilement dire que, rattaché au numérique, des sujets que vous avez rattachés vous-même à l'instant, comme l'énergie ou les nanotechnologies, qui ont une existence en soi, indépendamment du numérique. Le numérique est une des technologies qui utilise cela. Mais il y en a bien d'autres. Et si j'avais à choisir ce que sera le domaine où quelqu'un qui aurait l'âge que j'avais en 1978, quand j'étais à White Plains, devrait aller regarder des laboratoires, j'irais dans des laboratoires de neurosciences. Parce que c'est là que se trouve ce qui va changer le monde dans les 40 ans qui viennent, comme en 1978, 79, on pouvait voir que une technologie informatique allait changer le monde. Donc nous sommes dans une période d'accélération d'une technologie assez ancienne, qui s'accélère simplement à cause de la loi de Moore et qui ouvre des portes infinies dont on va parler. Alors, dans cette numérisation de la société qui a commencé encore une fois dans les années 70, et peut-être même avant, puisque les premiers ordinateurs, je rappelle, datent des années 40, la France est à la fois bien placée et très en retard. Elle est bien placée parce que nos entreprises ont compris, parce qu'elles avancent, parce qu'une partie de la société française le fait, mais nous sommes très en retard pour plusieurs raisons.
La première, c'est que tout ça se joue au marché mondial, sur le marché mondial, et que sur le marché mondial, on n'a aucune entreprise qui soit de la taille des GAFA ou des équivalents chinois. Il n'y en a pas non plus dans le reste de l'Europe, sauf si on considère que SAP est une société allemande, ce qui reste encore à discuter. Mais il y a de très bonnes entreprises françaises, excellentes, on ne va pas en faire des listes ici, qui sont en tête. Mais la numérisation de la société française est assez avancée. Par contre, sur les grands enjeux qui aujourd'hui voient s'affronter essentiellement la Chine et les États-Unis, en particulier sur l'enjeu de demain du numérique et l'intelligence artificielle, nous ne sommes nulle part. Il n'y a pas d'entreprise européenne puissante, il n'y a pas de stratégie européenne, et en particulier sur un sujet qui va être absolument déterminant, c'est-à-dire la propriété des données, qui est le grand sujet. Nous n'avons pas de doctrine européenne, tout simplement parce qu'on ne voit pas très bien comment l'établir, et il est évident que ce qu'il faudrait aujourd'hui définir, c'est une stratégie d'appropriation des données, de réappropriation des données. On ne peut pas continuer à laisser les données utilisées gratuitement. Nous sommes, comme chacun sait aujourd'hui, la propre marchandise qu'on nous vend. Donc là, il y a toute une série d'enjeux très importants pour l'avenir qui restent à traiter. Comment est-ce que le numérique peut être développé davantage? Il y a évidemment beaucoup de choses de base. Nous ne sommes pas numérisés, nous ne sommes pas câblés, il y a beaucoup d'entreprises qui ne l'utilisent pas, il y a beaucoup de technologies qui ne sont pas généralisées, il y a énormément de choses qui restent à faire pour que la France soit au niveau. Il y a beaucoup de choses à faire dans les administrations françaises qui n'utilisent pas le numérique autant qu'elles devraient le faire. Beaucoup de choses à faire. Et en particulier, dans le basculement qui est en cours dans beaucoup de domaines, dans l'hôpital, dans l'école, où la France est très en retard. Dans la numérisation de l'école et la numérisation de l'hôpital, on a un retard considérable. Même si on a un retard par rapport aux technologies existantes, pas forcément par rapport à tout. Mais également, on est en retard par rapport à ce qui devrait être notre précaré, c'est-à-dire les domaines dans lesquels nous devrions promouvoir la création de start-up numériques positives. Qu'est-ce que j'appelle une start-up numérique positive? C'est une entreprise qui se sert du numérique pour faire quelque chose de positif. C'est-à-dire qui se sert du numérique pour faire quelque chose dans l'intérêt des générations suivantes. Et ça, je crois que c'est un domaine dans lequel la France pourrait véritablement exceller. Parce que nous sommes une nation qui existe depuis 1000 ans, on est peut-être la nation la plus ancienne sur la planète avec la Chine, je dirais même plus ancienne que la Chine parce que la Chine a eu beaucoup de ruptures. On a un État qui existe depuis plus de 1000 ans. Et donc on a une vision du long terme. Et donc nous sommes mieux placés que beaucoup pour penser le long terme. Or, le numérique, aujourd'hui, est trop mis au service de la société comme elle est. Et la société comme elle est, c'est une société de l'instant, de la transparence, de la dictature de la surveillance et du narcissisme. C'est ça qui s'installe. Et le numérique y participe, ce n'est pas de sa faute. Il est au service de l'idéologie dominante, comme toujours la technologie est neutre au regard de la technologie qui l'impose. Alors qu'on pourrait mettre cette technologie au service, et certains le font déjà, au service d'autres valeurs, en particulier les valeurs de long terme. Je donne juste un exemple qui me vient à l'esprit parce que je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. En Inde, et après je cesse ma réponse à votre question. En Inde, on a découvert récemment, enfin on sait depuis longtemps qu'il y a un décalage entre le nombre de garçons et le nombre de filles de plus de 50 millions. Et ça sera maintenant 100 millions à cause de tas de raisons. Ce n'est pas l'objet de la conversation d'aujourd'hui. Ce décalage a produit une accélération des viols et des rapts de fillettes, et en particulier des fillettes entre 6 et 8 ans. Une petite start-up numérique indienne a mis au point un petit logiciel de prédictif de comportement qui amène à prédire avec assez d'efficacité où vont avoir lieu les prochains rapts. Et a permis de beaucoup mieux utiliser les forces de police indiennes trop rares pour aller là où la probabilité du rapt est la plus élevée. Voilà un usage du numérique extraordinairement positif. Extraordinairement positif. On peut en citer 50. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu majeur. Il y a un deuxième enjeu majeur sur le numérique qui peut être positif, et je voudrais en dire un mot tout à l'heure parce que c'est une initiative que ma fondation lance le 1er décembre, c'est l'utilisation du numérique dans la gouvernance globale et dans la gouvernance des nations et des communes. Je suis convaincu qu'on peut utiliser le numérique
dans la gouvernance des entreprises, dans la gouvernance des villes, dans la gouvernance des pays, dans la gouvernance du monde, beaucoup plus efficacement qu'on ne le fait. Vous avez lancé cette idée de contrôle, de nous faire contrôler par des gens qui nous notent à l'instant, c'est très bien. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et aller vers un usage du numérique dans la gouvernance qui peut vraiment transformer les choses. Elle peut le transformer pour le pire si on aboutit à une société qui est gouvernée par des sondages instantanés permanents ou des votes. Imaginez qu'on vote en permanence et que donc tout serait une extrême précarité. Ou au contraire, si cette transparence crée des conditions d'une maïotique qui permet d'accoucher sur des enjeux de long terme. En parlant de... Bonsoir, M. Attali. En parlant de fantasmes sur les technologies, il y en a beaucoup. Quand on parle du numérique, d'intelligence artificielle aujourd'hui, beaucoup se posent la question de est-ce que le numérique est en fait, nous connecte tous. On le voit, 50% de la population a accès à Internet, 40% utilisent des réseaux sociaux. Et une question du public est autour justement de cette humanisation ou déshumanisation potentielle de la technologie qui finalement nous rendent sur des relations plus virtuelles que réelles. Et finalement, étant français, on se pose toujours cette question métaphysique de finalement où allons-nous. Il y a une question du public qui est sur cette technologie. Est-ce que le numérique, l'intelligence artificielle va nous permettre finalement d'aborder le problème des inégalités dans le sens large au niveau d'un pays, au niveau d'un individu, au niveau de la planète? Le pire est possible. Je peux très bien faire un scénario qui vous gâcherait la soirée sur la façon dont le numérique et l'intelligence artificielle. Oui, voilà. Non, mais positif, ça veut dire... Pour rester positif, il faut connaître le pire. Si vous faites un match de foot ou de tennis et que vous ne connaissez pas la force de vos adversaires, vous allez le perdre. Bien sûr. Et si vous ne savez pas comment vous allez perdre, vous n'avez aucune chance de gagner. Donc il faut savoir ce qu'on peut perdre pour avoir une chance de gagner. Et donc, le pire est possible. Le pire, c'est une société de surveillance, d'autosurveillance, de jouissance de l'esclavage, dans le narcissisme et dans l'autisme. C'est ça qui pourrait être la tendance. Par contre, il y a une tendance inverse, et c'est le grand combat idéologique du jour, dans lequel la technologie est une arme qui peut servir à l'un ou l'autre, c'est le combat entre l'égoïsme et l'altruisme. Or, le numérique, parmi beaucoup d'autres, peut être au service tant de l'égoïsme, du chacun pour soi, de la société autiste des réseaux sociaux, ou justement de l'altruisme, de se rendre compte qu'on trouve son bonheur dans le bonheur de l'autre, on trouve son bonheur dans l'éducation de l'autre, on trouve son bonheur dans la transmission, on apprend en transmettant, beaucoup de choses que le numérique permet de créer. Et donc, toute la question est celle-là, c'est de savoir quelle est la façon dont nos sociétés vont hésiter entre une juxtaposition d'individus autistes ou au contraire une prise de conscience de ce que nous sommes interdépendants, non seulement interdépendants dans cette salle, mais interdépendants parce que nous dépendons ici et maintenant du bonheur des générations suivantes. Nous avons intérêt aujourd'hui au bonheur des générations suivantes. Parce que si nous n'avions pas intérêt au bonheur des générations suivantes, il n'y aurait pas de génération suivante et on serait nous-mêmes en situation catastrophique. Donc c'est plus une question idéologique que technologique. Et de ce point de vue, la technologie n'est pas totalement neutre, puisqu'elle est utilisée d'une façon autiste, mais elle peut aussi faire prendre conscience de l'importance, de l'intérêt pour soi d'être altruiste et de la possibilité de l'être par les technologies. L'intelligence artificielle, elle rejoint cela d'une façon extrême. Le grand intérêt du débat sur l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que, et je rebondirai à la fin sur ce que vous avez dit sur la question sur la pauvreté, le grand intérêt, c'est qu'on attend trop longtemps, parce que justement on ne s'occupe pas des questions de long terme, on attend trop longtemps que quelque chose devienne important pour s'en occuper. Or, dans une entreprise, on sait bien que si on attend que ça soit important, c'est perdu. C'est trop tard. Que ce soit urgent, c'est trop tard. Il faut s'occuper des choses quand elles sont importantes avant qu'elles soient urgentes. On a de la chance avec l'intelligence artificielle, c'est que ce n'est pas encore urgent, mais c'est important. Et il est donc important d'en débattre, d'en discuter, de créer des conditions, de mettre en place ce qu'il faut pour que ça soit bien. Je crois qu'on n'échappera pas à une réflexion planétaire, parce qu'aucun des sujets dont on parle n'est autre chose que planétaire, sur la mise en place d'une charte mondiale de l'intelligence artificielle, qui reprendrait, pour faire court, je pourrais en parler pendant une heure, mais ce n'est pas le sujet, les 4 lois d'Asimov pour en faire des règles absolues de comportement dans l'intelligence artificielle, sans doute aller au-delà, parce qu'il y a sans aucun doute un risque, mais il y a tellement de potentialités positives qu'il ne faut pas
se contenter de voir le risque. Sur la lutte contre la pauvreté, dans l'état actuel des choses, l'économie est globale, mais il n'y a pas de... nous avons la technologie participant vu naître une économie globalisée, mais pas une gouvernance globalisée. Et quand le marché est global, sans être compensé par une globalisation de la gouvernance, tout naturellement, le marché, et c'est sa logique, favorise la création de richesse, donc la concentration de richesse. Donc tout naturellement, nous allons vers une concentration de richesse avec une classe moyenne qui monte, qui fait qu'il y a apparemment moins de très pauvres. Mais malgré tout, à l'échelle de la planète, il y a encore 1 milliard de personnes qui vont se coucher ce soir en ayant faim, 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas d'identité. Enfin, je pourrais faire la longue liste des gens qui vont très mal et de plus en plus. Donc, le risque, en l'absence de gouvernance globale, c'est de voir le numérique accélérer la concentration des richesses. Par contre, on voit aussi que le numérique donne aux plus démunis, et la fondation dont je m'occupe depuis 20 ans maintenant en est un des acteurs ou un des témoins. Nous voyons comment l'utilisation des nouvelles technologies, en particulier en microfinance des fintech, des technologies financières, permet de donner à des milliards de gens l'accès à des outils de crédit pour leur entreprise qui auraient été inimaginables il y a seulement 10 ans, en particulier par les technologies qui sont liées au téléphone mobile. Donc il y a, si on en a la volonté, une possibilité d'utiliser les nouvelles technologies à des changements absolument radicaux, extrêmement positifs. Là encore, ça rejoint à cette idée de start-up positive. Moi, je vois beaucoup de jeunes se dire « je veux bien créer une start-up, mais à quoi ça sert? Quelle valeur ça sert? Comment je pourrais dans 20 ans dire à mes enfants que j'ai fait quelque chose qui leur est utile ?» Et je crois que c'est la seule question qu'il faut se poser. Très bien. Nous venons de faire un bref bilan sur la société, notre société en pleine transformation. Donc je vais vous proposer de passer à la seconde partie de notre conférence et nous projeter cette fois-ci vers l'avenir ou tout du moins vers les enjeux auxquels nous devons faire face à travers le passage à cette 4e révolution industrielle. Et on y consacrera environ 20 minutes. Chez Attali, on l'a vu, le numérique bouleverse de manière exponentielle l'organisation de notre société contemporaine et certains, tels que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, parlent même de révolution industrielle 4.0 qui succéderait, comme vous l'avez dit, aux 3 premières révolutions industrielles de 1769, 1870 et plus récemment celle de 1970. Autrement dit, cette 4e révolution technologique irait au-delà du numérique. Et pour reprendre ces termes, ce serait finalement une série d'avancées technologiques dont les effets se complètent, dirons-nous. Et par ça, j'entends la robotique, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, l'énergie durable, bref, j'en passe. Et en parallèle de tout ça, on voit apparaître des initiatives altruistes, à l'instar de votre fondation Positive Planète que vous avez déjà mentionnée, qui vise à développer une économie positive, telle que la microfinance ou la responsabilité sociale d'entreprise. Pour autant, M. Attali, pensez-vous que ces initiatives et finalement cette prise de conscience soient suffisantes aujourd'hui? Alors, j'aime beaucoup Klaus Schwab, qui est un ami depuis longtemps, et nous avons souvent parlé de ces sujets. Je ne crois pas qu'on peut limiter le nombre de révolutions industrielles à 3 ou à 4. En réalité, tout commence il y a beaucoup plus longtemps. Avec la maîtrise du feu sans doute, mais pour faire une histoire courte, rassurez-vous, je ne vais pas vous imposer ce récit-là, mais il y a eu beaucoup de révolutions industrielles tout au long de l'histoire, et on a tous tendance à penser que la seule période importante dans l'histoire humaine, c'est celle où on est vivant. C'est vrai, c'est la seule période importante puisqu'on est là. On se demande même si les autres ont existé avant nous ou après nous. Mais malgré tout, il y a eu beaucoup de choses. Et tout ça s'inscrit dans un courant dont il faut comprendre l'ampleur. L'ampleur, ce qui est en jeu depuis 200 000 ans, c'est de réduire la peine des hommes, de faire en sorte que les choses soient moins lourdes à porter et exigent moins d'efforts. Et progressivement, cette exigence de moins d'efforts s'accompagne aussi d'un désir d'avoir davantage de temps libre, par le moins d'efforts, et davantage de temps tout court. La seule chose que les hommes veulent, c'est du temps pour eux, du temps libre, du temps, ce qu'on appelle en philosophie du bon temps,
et même tout court du temps, c'est-à-dire une espérance de vie plus longue. Donc si vous regardez l'histoire longue de l'humanité, dans laquelle s'inscrivent les quelques brèves 100 ans ou 1000 ans qui nous attendent, qui sont devant nous, c'est comment va-t-on vivre plus de bon temps et plus longtemps. Et une des voies vers laquelle nous allons, qui est celle de la Révolution 4.0, est une voie, à mon avis, à la fois fascinante, qui contient beaucoup de choses très positives, mais qui pourrait être extrêmement dangereuse parce qu'elle laisse croire que la meilleure façon d'avoir du bon temps, c'est de transformer l'homme en un robot, de transformer l'homme en un objet. Si vous regardez l'histoire, progressivement, le progrès technique nous amène à transférer dans les machines ce qu'est l'homme lui-même, et c'est très bien, puisqu'on a transféré beaucoup de choses pénibles, à transférer l'intelligence dans des machines, et c'est très bien, parce que ça complète l'homme, mais de deux choses l'une. Ou en transférant dans les machines, on libère la créativité de l'homme, ou l'homme disparaît dans la machine. Et il y a un risque que l'homme disparaisse dans la machine, devienne une machine, et qu'au fond, il se dise lui-même inconsciemment, puisque je deviens une machine qui ne meurt pas, je suis immortel. Donc, il faut bien prendre conscience qu'on est en permanence dans ce risque-là, la transformation de l'homme en objet, qui est en marche, alors que parallèlement, si on y fait attention, au contraire, il y a dans toutes les technologies qui viennent maintenant, la possibilité de les utiliser pour découvrir les immenses potentialités de chaque individu. Je crois qu'une des grandes chances, un des grands chantiers d'une société positive, ce serait de se dire quel est le rôle d'une société, c'est d'aider chacun à faire ce que j'appelle devenir soi, c'est-à-dire avoir vraiment du temps pour lui, pour être lui-même, pour trouver ce pourquoi il est unique. Nous ne sommes pas tous faits pour être des ingénieurs ou des mathématiciens ou quoi que ce soit. Nous sommes faits pour quelque chose. Et notre société ne permet pas à la plupart des hommes de trouver ce pourquoi ils sont faits. On traverse presque tous sa vie sans se rendre compte de la raison pour laquelle on était là, du plaisir qu'on pourrait avoir et donner en étant ça. Je crois que donc une bonne société, c'est une société qui utilisera toutes les technologies pour nous aider à libérer les formidables forces que nous avons, dont nous ne connaissons rien. C'est pourquoi d'ailleurs je crois beaucoup à l'importance des neurosciences, dans laquelle le numérique va jouer un rôle très important, parce que l'analyse des données est absolument déterminant pour les neurosciences. Pour nous permettre, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, de découvrir qu'il y a en chacun de nous des forces, des énergies, des potentialités qu'on commence à deviner avec ce qu'on voit avec beaucoup de sciences qui viennent d'Asie d'ailleurs, qui nous permettent de découvrir des potentialités humaines beaucoup plus grandes, qui passent par l'altruisme, qui passent par beaucoup de techniques de méditation, de prise de conscience de soi, d'éveil de la conscience, etc., qui sont, à mon avis, au moins aussi importantes que le simple usage du numérique. Et donc, il y a vraiment ce double chemin qui est là, entre la transformation de l'homme en un objet autiste et l'éveil dans chacun de nous de potentialités qui ne peuvent être que dans le partage, et en particulier du partage avec les générations suivantes. Ça peut paraître très abstrait ce que je dis, mais je crois que ça rejoint beaucoup de choses très quotidiennes que nous affrontons chacun dans notre vie personnelle. Alors effectivement, vous dites que ce n'est pas la 4e révolution industrielle, en tout cas qu'on en a connu de nombreux. Il y a une notion de rapport avec le temps. Alors peut-être que c'est l'arrogance de notre génération, mais on a l'impression qu'on a quand même des ruptures technologiques qui font qu'il y a des ruptures dans la société qui sont beaucoup plus rapides. On voit sur le taux d'adoption le temps qu'il a fallu pour adopter le train, le téléphone, et maintenant le mobile, le digital, etc. Est-ce que finalement, par rapport à ce temps qui est beaucoup plus court, qui impacte finalement notre société en tant qu'individu, est-ce que nous sommes prêts? Alors est-ce que nous sommes prêts à deux façons? Est-ce que l'école a un rôle pour justement pouvoir créer et développer les compétences nécessaires pour développer quelque chose de positif? Donc, vous parlez de créativité, bien évidemment. Moi, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est le droit à l'échec. C'est est-ce qu'on peut essayer quelque chose? Et puis, si on parle que c'est de l'éducation, je pense qu'on a aussi le deuxième versant qui est de dire, on est sortis tous des bancs de l'école, peut-être qu'il y a des étudiants encore ici, mais nous devons encore vivre pendant 40, 50, 60 ans avec cette rupture technologique. Comment est-ce qu'on équipe finalement les étudiants et les gens de la société pour leur donner des clés qui leur permettent de ne pas être une victime de ces technologies, mais d'être des acteurs? D'abord, pour le plaisir du paradoxe, je dirais que les technologies
ne semble pas vraiment s'accélérer. Les technologies numériques, elles ont mis très longtemps à s'installer aussi. Le mot nanotechnologie a été inventé en 1960. Ouais. Donc, ça met... L'intelligence artificielle, 1950. Voilà, c'est donc extrêmement long. On a l'impression que ça s'accélère, mais ça ne s'accélère pas. Et si on veut comparer des révolutions industrielles, des révolutions majeures, l'apparition d'imprimerie à la fin du XVe siècle, c'est une mutation immense. Ce qui se passe entre 1880 et 1910 avec l'électricité, l'automobile, la voiture, l'ascenseur, l'avion, le bateau, le sous-marin, est-ce qu'on en fait autant aujourd'hui? Nous vivons sur ce qui a été fait dans les 20 ans qui vont de 1880 à 1900. Nous vivons aujourd'hui dessus encore, tout ce qui est autour de nous. Donc, raison gardée. La seule chose qui est certaine, c'est que nous vivons plus longtemps. Ça, c'est vrai. Alors, là où vous avez aussi, et à cause de ça, 1000 fois raison, c'est que l'enjeu majeur, c'est évidemment l'éducation. Et l'enjeu majeur, c'est l'éducation pour des tas de raisons. D'abord parce qu'en effet, il y a une accumulation de connaissances simplement parce que le flux augmente le stock de façon arithmétique. Et ensuite parce que, à cause des technologies et pour des tas de raisons, nous avons une attention qui est de plus en plus faible. La durée de l'attention, je parlais récemment avec un des plus grands professeurs de neurosciences américains qui travaille sur l'éducation, et je lui dis alors, est-ce que tu es en train d'avancer pour savoir comment on pourra mettre dans notre cerveau de plus en plus de connaissances? Il me dit, c'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est de faire comment un élève de collège américain va pouvoir passer de 8 minutes à 9 minutes d'attention dans une heure. Donc, il y a ce problème. Et je crois que, pour rester sur le problème que vous venez d'évoquer, la clé, ça va être de créer les conditions de comprendre qu'il faut non seulement apprendre à apprendre, mais aussi apprendre à apprendre à apprendre. Parce que c'est tout au long de la vie qu'il va falloir apprendre, tout au long de la vie qu'il va falloir apprendre à apprendre, donc il faut apprendre à apprendre à apprendre, puisque tout au long de sa vie, la façon d'apprendre à apprendre va changer. Vous me suivez? Absolument. Et donc, il faut assumer le fait que ce qu'on apprend à l'école ou à l'université, ben, c'est vite dépassé. Ce qui veut dire que, d'ailleurs, et c'est un sujet sur lequel je travaille, puisque j'en ferai un sujet. Moi, j'aime bien écrire les livres que j'aimerais lire. Alors, comme celui-là, je ne l'ai pas trouvé, je suis en train de l'écrire. Il y en a quelques-uns ici, pourtant. Oui, mais j'essaie de voir, justement, qu'est-ce qu'on devrait savoir, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour réussir à apprendre en permanence. Ben, il faut apprendre la curiosité. La curiosité. Il faut apprendre la passion. Il faut apprendre le plaisir de la découverte. Et bien pour ça, il faut avoir découvert un maximum de choses. Donc, je dirais, faites du sport, faites de la musique, faites de la littérature, découvrez des livres, allez au cinéma. C'est plus important que les études. Parce que c'est ça qui va vous donner du plaisir d'apprendre, du plaisir de découvrir et de découvrir quelque chose plus tard. Apprenez la créativité, apprenez à vous tromper. Vous avez raison de signaler tout à l'heure l'importance de l'échec. On apprend en échouant. Et donc, tout ce qui va permettre de conduire progressivement à considérer que l'école n'est qu'un bref passage, que l'école est un lieu, non pas où on apprend, mais où on apprend à apprendre, et encore une fois, apprendre, va être essentiel. Et là, les technologies vont être absolument déterminantes, parce qu'elles vont permettre d'avoir en permanence accès à tous les savoirs tels qu'ils sont disponibles, à trier ce qui est important et ce qu'on peut trouver ailleurs, à savoir ce qu'on doit vraiment savoir, de ce qu'on doit simplement savoir trouver, et non pas avoir appris par cœur. Donc, il y a tout ce processus-là qui va être absolument passionnant, et je crois que les écoles et les universités n'ont absolument pas compris qu'un élève, quand il y rentre, il doit y être toute sa vie. Quelques grandes écoles aux États-Unis, un peu en France, mais très peu, ont ce lien avec leurs élèves, leurs anciens élèves, qui ne sont pas simplement des dîners annuels pour voir comment on a vieilli ou pas, mais qui sont vraiment des processus d'apprentissage permanent. C'est d'ailleurs cruel pour les universités, parce que beaucoup d'universités sont incapables non seulement de savoir ce que sont devenus leurs élèves, mais de leur apporter quelque chose d'utile, parce qu'elles ne savent pas leur apporter quelque chose d'utile après. Donc, il faut vraiment créer les conditions de comprendre que l'apprentissage est permanent. D'où l'importance, c'est pour ça que si on revient un instant à la France, pour moi, s'il y a une réforme majeure à faire en France, qui n'est pas encore faite, même si je sais qu'elle est d'une extrême actualité pour le gouvernement actuel, c'est la réforme de la formation permanente. C'est là où tout se joue. La formation permanente de ceux qui travaillent, la formation permanente des chômeurs. La fondation que je préside, nous nous occupons beaucoup de la formation professionnelle des chômeurs. Nous passons beaucoup de temps dans les quartiers à former les chômeurs à créer des entreprises. Et ça marche formidablement bien.
On peut aider les gens à vouloir. Pour ça, il faut leur apprendre la curiosité, la confiance en soi, la passion et les aider à découvrir ce pourquoi ils sont faits. Et tout ça, à mon avis, c'est ça qui va permettre à un pays comme le nôtre, parmi d'autres, de faire que son potentiel explose, plus que 3 prix Nobel de plus. C'est la même problématique qu'on a dans les entreprises aujourd'hui, de mutation des compétences et de la requalification, en fait. Voilà. Pour rebondir sur le sujet, justement, vous venez de le dire, le rôle de l'école est fondamental dans ce passage à une mutation positive. Pour autant, on peut se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire et quels acteurs ont un rôle prépondérant à jouer pour s'assurer d'une mutation pérenne sur le long terme? Et à ce propos, toujours votre ami Klaus Schwab nous dit que cette mutation va finalement dépendre de la relation intime que l'État, l'encadrement étatique et les entreprises vont mettre en place. Et à ce sujet, il donne par exemple, il cite la voiture autonome, où il nous dit aujourd'hui, sur le plan technologique, elle est prête. Pour autant, elle se heurte à des institutions qui aujourd'hui ne sont pas prêtes à lui délivrer un permis de circulation. Oui, Qu'en alors pensez-vous ? c'est compliqué, puis je vais aller sur un autre sujet qui est lié à ça. C'est compliqué parce que, en réalité, en effet, un des très grands facteurs de l'innovation, ça sera la réglementation. Si on veut passer à une énergie décarbonée, il faut que les villes décrètent qu'elles veulent une énergie décarbonée, parce qu'en effet, on sait le faire. Donc la réglementation va aider à la mutation technologique beaucoup plus vite que la dépense financière. L'argent existe, il faut l'orienter. Qu'on ne bascule pas très vite sur une voiture autonome, ce n'est pas par peur, je ne pense pas, c'est que d'abord il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés, simplement le célèbre dilemme de savoir qu'est-ce qu'on dit à une voiture quand elle rencontre 2 groupes de piétons, est-ce qu'elle va aller sur le groupe du piéton de gauche ou sur le groupe du piéton de droite? Est-ce que si on a une personne à gauche qui est votre fils et 10 personnes à droite qui sont des inconnus, est-ce qu'elle va aller à gauche ou à droite? Toute une série de choses qu'il faudra donner à la voiture comme règle, et une fois qu'on a posé ces dilemmes, bien, essayer de les résoudre, c'est pas évident. C'est des grandes questions philosophiques qui sont derrière ça, qu'il va falloir expliciter pour ces... Mais on y va. La voiture autonome, elle est là. On sait la faire. On sait même faire bien d'autres choses qui, dans 20 ans, seront là, qui vont d'ailleurs faire en sorte que, dans 20 ans, on considérera que le fait d'être possesseur d'une voiture est une absurdité. Toujours dans cette question de libération du temps, le temps va être libre. Je pense qu'il y a aujourd'hui une question plus importante encore, qui est celle de savoir qui fait la réglementation, qui la décide. Est-ce qu'on attend qu'un politique la décide ou pas? Moi, j'ai lancé, je voulais en profiter pour vous signaler ça, une initiative qui va être publique le 1er décembre, c'est-à-dire dans quelques jours, et je vous serais très heureux que vous y participiez. Nous lançons Positive Planète à l'échelle de la planète tout entière, ce qu'on va appeler les États généraux de la planète. Et on va demander à des millions de gens, qui sont déjà des partenaires par beaucoup d'entreprises ou d'ONG à travers le monde, de dire quelles sont les 10 réformes majeures que vous voudriez voir arriver. Quelles sont vos 10 priorités. Et si nous arrivons à collecter quelques dizaines de millions de réponses, ce que nous sommes en train d'essayer de faire, disons au moins 1 million de réponses, eh bien on pourra dire qu'on peut peser sur les décisions que prendra le prochain G20 qui aura lieu en octobre en Argentine, et on ne sera plus dans la situation où votre question nous mettait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont décider? Qu'est-ce qu'on veut décider, nous? J'ai déjà commencé à poser à beaucoup d'amis intellectuels ou des copains cette question. Si vous aviez une chose que vous voudriez changer à l'échelle de la planète, qu'est-ce que ce serait? Et c'est très intéressant de voir la réponse. Un de mes grands amis indiens m'a répondu, moi, il y a une seule chose que je voudrais changer, c'est mettre tout le paquet sur l'éducation des filles, parce que c'est là que ça tout détermine. Un autre m'a dit, moi je voudrais que le droit de vote soit proportionnel à l'espérance de vie. Intéressant. Mais il y a plein d'idées comme ça qui ne viennent pas aux politiques. Moi, il y a une idée qui m'est venue, parmi 1000 autres. Moi, j'aimerais que chaque habitant de la planète ait un passeport, avec son nom et ses droits. Car tout habitant de la planète a des droits qui sont liés à la Charte universelle des droits de l'homme. Et si chacun avait ça, il aurait un peu plus de reconnaissance et de respect des autres. Beaucoup de choses qu'on peut faire et qu'on peut vouloir, et ne considérez pas qu'on est dans une boîte, dans une case. S'il y a une révolution, il faut prendre le pouvoir, et maintenant on peut le faire, et on peut espérer changer les choses globalement. Mais il faut vraiment avoir conscience que c'est à la fois humble et modeste, parce que c'est à l'échelle de sa propre vie. Hein.
je viens de publier un livre, d'écrire un livre, publier et écrire, sur la mer, où j'essaie de montrer qu'il faut à la fois s'occuper des grands enjeux, mais aussi savoir quel poisson on mange, ne pas utiliser d'emballages plastiques qui ne sont pas réutilisables. Il faut à la fois avoir une action dans sa vie quotidienne et la mettre dans la perspective d'une vision globale. Et si possible, en particulier dans son travail, se poser la question de à quoi sert ce que j'ai fait aujourd'hui. Nous sommes il est 19h, quelque chose comme ça. Question, est-ce que vous avez fait quelque chose aujourd'hui d'utile ou de nuisible aux générations suivantes? Question ravageuse. Il vous reste 5 heures. C'est une question qu'il faut se poser tous les soirs. Aujourd'hui, on pourra dire que la conférence sera un début. Oui, pour revenir sur l'intelligence artificielle, pareil, côté positif, côté négatif, il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur est-ce que ça va finalement piquer nos jobs. Surtout, cette question vient d'écoles blancs qui, pour, je dirais presque la première fois, voient finalement des machines ou des outils qui sont capables de rivaliser sur certaines de leurs activités. Chez IBM, on a la conviction que l'Internet finalement a permis à chacun d'avoir accès à l'information, pourvu que vous ayez Internet, et que l'intelligence artificielle faible, celle que vous pouvez utiliser, qui est très spécialisée, va vous permettre d'accéder à la connaissance. Et donc, on va peut-être voir l'émergence, non pas de col bleu et de col blanc, mais finalement, avec cette connaissance, des gens vont créer quelque chose qu'ils ne pouvaient pas traiter sans être partis à l'université. Est-ce que vous voyez des champs d'application de l'intelligence artificielle qui soient positives? Énormément. C'est évidemment un champ absolument gigantesque et très positif en matière de santé, en matière d'éducation. Et puis, ce n'est pas des emplois qui vont disparaître, c'est des tâches. Oui, c'est des activités. Donc c'est différent. Donc les emplois, on va libérer des tâches. Moi, je ne crois pas à ce monde épouvantable dont nous menacent ou nous proposent quelques gourous, qui est on va avoir tout le monde au revenu universel et des robots, et on va taxer les robots. On taxera les robots parce que ceux qui proposent de taxer les robots, c'est ceux qui ont des fortunes qui ne veulent pas qu'on taxe. Il vaut mieux taxer la fortune de ceux qui proposent de taxer les robots que de taxer les robots. Et le revenu universel me paraît à la fois une idée utile, mais une idée extrêmement dangereuse si c'est pour condamner la quasi-totalité de l'humanité à une situation de spectateur résigné d'un monde qui leur échapperait. Non, en effet, je crois beaucoup que l'intelligence artificielle peut être utilisée comme un moyen de prendre le pouvoir, de développer des outils de créativité et de création. On le voit dans beaucoup de domaines. Bien sûr, on a aussi, et je le disais tout à l'heure, des risques, en particulier dans l'usage des technologies de l'intelligence artificielle dans les domaines militaires, qui sont en effet extraordinairement dangereux. Mais ce n'est pas pour ma part une raison de penser qu'il faut l'interdire. Je pense que là, comme dans beaucoup de domaines, on n'échappera pas à une gouvernance planétaire, on n'échappera pas à des règles mondiales. On en a besoin, il faut le faire. Si on ne le fait pas, ce sera un chaos épouvantable, mais il faut le faire. D'où d'ailleurs l'importance de ces états généraux de la planète que nous lançons pour aider à prendre conscience de notre interdépendance. Mais je crois qu'il y a... Prenez un exemple très, très, très concret qui nous touche en ce moment. Le président de la République française doit être, à l'heure où nous parlons, dans l'avion pour aller en Afrique. C'est notre intérêt majeur de développer l'Afrique. Et les technologies dont nous parlons peuvent avoir un impact extraordinaire pour développer l'Afrique. Un impact pour permettre d'utiliser les énergies renouvelables là-bas et y créer des emplois par les énergies renouvelables, réduire la consommation d'énergie carbonée, créer des potentiels de croissance et d'éducation par des technologies qui autrement nous échapperaient. Accessoirement, aider au maintien et au développement de la francophonie, parce que grâce à cette technologie, on va pouvoir enseigner en français. Et on pourrait être dans 20 ans 700 millions de personnes dans le monde à parler français, ce qui pour les entreprises françaises ne serait pas dérisoire. Mais si on ne fait pas ça, si on n'a pas cette vision, je rappelle que si vous voulez comprendre quelque chose au monde de 2050, ne retenez qu'un chiffre. En 2050, nous serons 9 milliards, et sur 9 milliards, il y aura 2 milliards d'Africains, contre 1 milliard d'Africains aujourd'hui. En 2050, il y aura plus d'habitants du Nigeria que d'habitants des États-Unis. Accessoirement, il y aura plus de Français que d'Allemands si ça continue, mais c'est une bonne nouvelle, mais pour la France. Et l'Allemagne est en train de le comprendre puisqu'elle a ouvert ses portes un peu aux migrants. Si nous ne faisons pas, créons pas les conditions que l'Afrique
soit vivable, si nous ne développons pas ce que j'appelle l'altruisme intéressé, alors on ne pourra pas empêcher ces gens de venir chez nous. Et on ne pourra pas les renvoyer dans l'enfer qu'on aura laissé se créer. Donc les technologies, il faut les penser en fonction de ça. Si nous avions une priorité aujourd'hui, et c'est une des choses dont ma fondation, notre fondation, puisque maintenant nous sommes extrêmement nombreux depuis 20 ans à nous en occuper, travaille, c'est aider l'Afrique à utiliser les technologies du numérique, à créer les conditions pour que l'Afrique soit un continent vivable dans 30 ans. Ce qui pour nous, Français, aurait une conséquence extrêmement positive, c'est que c'est un marché énorme pour nous. Énorme. Une chance. S'il y avait donc un enjeu majeur que je dirais, c'est la relation entre l'Europe et la France en particulier et l'Afrique pour un développement co-construit, comme on dit aujourd'hui. Monsieur Attali, merci. Nous arrivons maintenant à la fin de notre conférence. Donc j'aimerais conclure en reprenant des mots que vous avez pu prononcer lors d'une intervention à Polytechnique en 2014. Vous nous disiez à l'époque, comme vous l'avez dit en début de cette conférence, que l'optimisme et le pessimisme sont des marques de spectateurs. Et vous prenez l'exemple d'un joueur de foot qui, lui, n'est de la même façon ni optimiste ni pessimiste, mais cherche simplement à gagner le match. Et finalement, c'est peut-être ça que nous devrions retenir de cette conférence et des échanges qu'on a pu avoir à travers le bilan de notre société en transformation et puis les grandes actions à mener à un niveau collectif, c'est que tout démarre avec la décision de faire quelque chose dans une logique altruiste au service des générations futures. Il nous reste maintenant quelques minutes, alors je vais proposer au public une courte session de questions-réponses et nous vous offrons la parole pour une ou deux questions en rapport avec le sujet. Évidemment. Sujet très étroit, comme on a vu. Il faut mettre un micro. Juste un micro pour ceux qui sont à distance. Toujours pas. Bonsoir Monsieur Attali. Vous avez fait état justement de votre nouvelle initiative sur les États généraux de la planète. J'avais une question par rapport à ça, de façon générale sur la réglementation. Vous disiez que c'était un mouvement important à avoir rapidement plutôt que de travailler dans l'urgence. Qui a eu autorité et compétence pour légiférer au plan mondial, puisque le marché est mondial et la gouvernance ne l'est pas? C'est en effet une très bonne question. Personne pour l'instant, ou dans certains cas des institutions qui existent. Il existe dans certains domaines des pans d'organisations qui pourraient le faire. Les Nations Unies peuvent le faire, l'UNESCO dans certains domaines, l'Organisation mondiale du travail peut le faire, et parfois même on voit apparaître des réglementations qui viennent des entreprises. Regardez Internet par exemple. Internet est extrêmement régulé et ça a été régulé par des acteurs privés. Des ONG qui ensuite sont devenus des acteurs privés, qui ensuite se sont rattachés au ministère de la Défense américain, qui ensuite se sont un peu distingués du ministère de la Défense américain, mais on a quand même une régulation sans laquelle le réseau Internet ne fonctionnerait pas, qui fonctionne. Le système bancaire mondial est un peu régulé. Progressivement, on voit apparaître des éléments de régulation. Mais en effet, la grande difficulté du monde d'aujourd'hui, c'est que, en général, les États se créent par un conquérant qui impose une loi depuis le sommet. Là, on n'est heureusement pas en situation d'avoir un conquérant planétaire ou extraplanétaire qui imposera des règles à la planète, mais en situation de faire une règle, comme on dit, bottom-up, qui viendrait du bas. Et c'est particulièrement difficile. D'où l'importance de la construction européenne. Parce que si on ne réussit pas à 500 millions de personnes à créer une gouvernance qui fonctionne, on ne pourra pas le faire à 9 milliards. Et en particulier entre 500 millions de personnes qui ont connu les drames auxquels conduisent l'absence de réglementation. Donc la construction européenne est vraiment un exemple à suivre et à poursuivre, au moins comme modèle de l'avenir. Dans tous les domaines, on peut imaginer de faire naître des instruments de régulation. Les ONG s'en occupent beaucoup. On voit apparaître, par exemple, sur le débat sur l'intelligence artificielle, il y a aujourd'hui
beaucoup d'ONG qui travaillent sur l'idée de la charte que j'ai évoquée tout à l'heure. Et je suis partie prenante d'une initiative qui va sans doute, je l'espère, déboucher, où on va commencer un travail international totalement bénévole, venant de la base, pour poser sur la table un texte d'une charte internationale. Au fond, c'est comme ça qu'ont commencé les grands textes. Quand on commençait les textes, par exemple, sur le droit de la guerre en 1865-70, après la guerre de Crimée, c'est à partir d'initiatives individuelles que progressivement ces textes sont apparus. Et les lois de la guerre ne sont malheureusement pas toujours respectées, mais ils ont l'avantage de l'avoir été et d'exister. Et il ne faut pas croire que chacun d'entre vous dans cette salle est simplement un spectateur du monde. Ce n'est pas parce qu'on est 9 milliards que nous sommes individuellement impuissants. Au contraire. Il y a la place pour les génies, il y a la place pour les artistes, il y a la place pour les fous, il y a la place pour les ambitieux. Et il m'est arrivé de dire qu'il y a 4 défauts que je considère comme à petite dose des qualités. Premier défaut, mégalomane. Il faut être un peu mégalomane, parce que si vous n'avez pas un peu de mégalomanie, vous n'aurez pas de projet ambitieux. Il faut être un peu hypocondriaque, parce qu'il faut avoir peur de soi-même et de ce qui peut vous nuire en l'intérieur, donc se méfier de ses propres pulsions. Il faut être un peu paranoïaque aussi. Il faut avoir peur de ses ennemis. Quand un pape disait « n'ayez pas peur », oui, il ne faut pas avoir peur, mais il faut connaître ses ennemis. Il vaut mieux connaître ses ennemis pour être en situation de ne pas avoir peur. Donc, identifier ses ennemis, c'est très important. Un peu mégalomane, un peu paranoïaque, un peu hypochondriaque, et un quatrième défaut épouvantable. Je dis bien, il est épouvantable. À petite dose. Mais il faut l'avoir à très petite dose. C'est mythomane. Parce que si vous êtes à toute petite dose mythomane, eh bien, vous ouvrez les portes du réel. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Raphaël Chiquet. Bonsoir, Monsieur Attali. J'ai une question qui, selon moi, dans bien des touchpoints, est en contact avec toutes les paroles qui ont été prononcées ce soir. Dans bien des quoi? Dans bien des touchpoints, qui a plusieurs liens avec toutes les paroles qui ont été prononcées ce soir. Des touchpoints? Oui, des touchpoints. Des points de contact en français. Choisissez une langue, c'est tout. Du coup, ma question est, est-ce que vous pensez qu'un monde sans argent est possible? Et si oui, pour quand serait-il? Merci. Par avance. D'abord, il y a eu déjà des mondes sans monnaie avant, hein. Avant que la monnaie existe, il y avait d'autres choses. Il y avait le sel, il y avait des tas de choses. Il y avait aussi, bien avant encore, la guerre, le combat absolu. Et la monnaie représente un extraordinaire progrès dans la mesure où elle a permis de normaliser les conditions du dialogue et de l'échange de marchandises. La monnaie est un progrès, un instrument de pacification, puisqu'elle permet de gérer la rareté. Alors, je pense qu'on va assister à 2 étapes. La première qui est en train d'arriver, et dont le blockchain et le bitcoin sont des éléments annonciateurs, c'est qu'on va basculer des monnaies étatiques à des monnaies privées, qui correspond tout à fait à une période dans laquelle les nations s'affaissent face au marché. Les monnaies sont des autres faces de la souveraineté nationale. Si la souveraineté nationale s'efface devant le marché, il va y avoir des monnaies de marché. Elles commencent à exister. Le bitcoin en est un exemple, mais le mile, c'est une monnaie. Et est une monnaie d'entreprise. Donc je pense qu'il y a déjà et qu'il y aura de plus en plus des monnaies d'entreprise. Mais ça reste des monnaies. Et il n'y aura de disparition de la monnaie que lorsqu'il y aura disparition de la rareté. Tant qu'il y a rareté, il y a besoin de monnaie. Alors, la rareté, elle existe, mais pas là où on croit. Par exemple, l'énergie, elle n'est pas rare. Contrairement à ce que nous a raconté, il y a autant d'énergie qu'on veut, simplement il faut faire attention à ne pas les dépenser. L'eau est rare. Ça, oui, l'eau est rare. Et si je vous donne cette bouteille d'eau, je ne l'ai plus. Le temps est rare. Je disais tout à l'heure, notre vie est courte. Le temps est rare. Le temps vaut de l'argent. Mais il y a une chose qui n'est pas rare,
Et plus on orientera nos sociétés vers cette chose dont je vais parler maintenant, moins on aura besoin de monnaie. C'est simplement les idées. Parce que quand j'ai une idée et que je vous la donne, je l'ai encore. Et ça, c'est révolutionnaire. Alors, nous avons le temps pour une dernière question. Bonjour. Quelque part. Je voudrais revenir sur le sujet de la gouvernance mondiale dont vous aviez parlé tout à l'heure. Je me demande si on donne une voix à tout le monde, ce qui est une bonne idée. Là, on montre. Si on donne une voix à tout le monde, qui synthétise en fait et qui traduit à un moment et qui s'assure que c'est représentatif. Il me semble que Ford a dit un jour que s'il avait demandé aux individus ce qu'ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides. Donc il a bien fallu que quelqu'un traduise pour inventer des voitures. Oui, c'est pas la traduction de l'idée de chevaux rapides qui a conduit aux chevaux vapeur, mais en effet, votre question est très importante. Et vous allez voir ce qu'on va tenter de faire. Donc je vous invite à partir du 1er décembre à aller sur le site des États généraux de la planète, qui sont en français et en anglais, mais pas en franglais. C'est un autre touchpoint. Et nous allons le faire en plusieurs étapes. On va faire une première étape où pendant 3 mois, on va essayer d'avoir un maximum de gens à travers le monde qui vont donner leur avis. Si on arrive à 1 million, je serai content. Si on le dépasse, ça sera encore mieux. Ensuite, on va avoir des experts en toute transparence venus du monde entier qui vont essayer de cristalliser ces idées pour les rendre aussi concrètes que possible. Ensuite, on reviendra à la cantonade pour faire voter sur les propositions qui auront été ainsi cristallisées. C'est une première approche. Ça n'a jamais été essayé. Mais je pense qu'un jour, il y aura quelque chose comme ça qui sera institutionnalisé. En tout cas, il faut le faire de façon transparente, et pour pas que ça sorte d'un chapeau comme étant le soi-disant résultat d'une consultation dont les conclusions auraient été tirées d'avance. Monsieur Attali, merci. Cher public, merci. Nous arrivons cette fois-ci pour de bon à la fin de notre conférence. Comme vous avez pu le voir, nous avons la vision synthétique qui vient de s'afficher de tous les échanges riches que nous avons eus ce soir. Je vais donc inviter notre jury à prendre place sur scène. À noter que cette vision synthétique est déjà dans la boîte mail de toutes les personnes inscrites à la conférence de ce soir. Elle sera partagée dès ce soir sur les réseaux sociaux et nous vous invitons évidemment, vous, Monsieur Attali, vous, cher public, et toute personne qui aura pu nous entendre, à continuer le débat. N'hésitez pas à réagir sur tout ce qu'on a pu dire, continuez les questions. Un grand merci à tous. Merci, Monsieur Attali. Donc bonsoir, merci beaucoup monsieur pour cette intervention. Merci à vous tous d'avoir été présents ce soir pour cette première conférence du CETI. Vous découvrez cette restitution qui a été faite en temps réel et vous l'avez vu par 2 ou 3 fois pendant la conférence. C'était assez intense, le dernier sprint a été plus que fougueux. Voilà, donc vous avez une représentation avec les grands axes des sujets qui ont été abordés ce soir, du début de la conférence jusqu'à la fin de cette conférence, en essayant de mapper à chaque opportunité, chaque faiblesse, chaque force du débat que nous avons pu entendre ce soir. Voilà, je tiens à remercier du coup les 5 personnes, 5 qui ont pu contribuer ce soir à cette restitution, puis l'équipe du studio également. Voilà, merci à tous. Petit mot de conclusion, c'était absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Il y a des très belles surprises qui vont arriver une fois par semestre. C'est The CETI, c'est votre canapé. Venez vous y installer régulièrement. Il est dans le cœur de verre d'IBM et ça va être magique pour cette année. Merci à tous. Rendez-vous au-dessus pour un cocktail. Merci à vous et merci à toute l'équipe qui a organisé le CETI.